OK. Donc, le terme ou les termes supervisé, assisté, dirigé sont, je dirais, plus ou moins équivalents. Tout dépend de l'école dans laquelle vous êtes. Je vous explique. En anglais, on dit supervised classification. OK? Donc, les Français, puisque les anglo-saxons nous dominent, ils vont prendre ce que les anglo-saxons ont créé, et ils vont traduire. Donc, quand quelqu'un te parle de classification supervisée, c'est parce qu'il a traduit le mot anglais qui est supervised classification. D'accord? Donc, le mot supervisé n'est qu'une traduction du mot supervised. Le mot assisté rentre dans la logique des chercheurs qui disent que l'outil informatique nous aide. Donc, l'ordinateur nous aide. Il nous assiste. Je vais lui donner des informations et puis il va faire le travail. Donc, il m'assiste. Donc, ça, il va parler de classification assistée. Tandis que le terme dirigé, c'est nos amis les Québécois, ils ne veulent pas entendre parler d'anglais, ils les détestent, c'est ce qu'on peut dire. Donc, ils ont créé leur mot. C'est eux qui vont obliger l'ordinateur à faire ce qu'il veut, ce qu'eux, ils veulent. Donc, ils vont diriger la classification. Donc, un Québécois ne te dira jamais classification, jamais. Oh, tu peux pas, classification dirigée. Oui. C'est la même chose. Superviser là, c'est supervise, c'est anglophone, c'est anglais, je ne dirais pas anglophone, c'est anglais. Le Québécois dit qu'il veut son indépendance pour parler son français. Pourquoi il va aller utiliser un mot anglais? Donc, il a créé pour lui qui est dirigé. Mais c'est la même chose. C'est classification supervised classification, classification supervisée, classification assistée, classification, c'est la même chose. Donc, si vous faites un devoir de classification, si vous avez utilisé 2 fois dirigé, 3e fois la dite supervisée, hein, pour ne pas avoir de répétitions, c'est ça, non? Hein, on cherche son homonyme, non? Voilà, ou son synonyme plutôt. Son synonyme, c'est ça. Assister, diriger et superviser sont des synonymes. OK? Comme je vous dis, tout dépend de l'école dans laquelle on est. Un francophone, comme il traduit, il va dire classification supervisée. Un Québécois, il va dire classification dirigée. Maintenant, au milieu, il y a le assisté qui est là. D'accord? Paramétrique et non paramétrique. La différence entre classification paramétrique et non paramétrique, ça, on va plus voir ça dans le cadre de la classification dirigée. Quand on parle de classification paramétrique, c'est parce que on suppose a priori que la distribution des niveaux de gris dans notre image là, suit une loi, comment je dirais ça? Une loi statistique. Donc, on dit ça suit la loi de Gauss, ça suit la loi de X ou Y. Voilà. Quand on suppose que la distribution des niveaux de gris dans notre image suit une loi statistique particulière, on va parler de choses, de classificateurs paramétriques. Mais quand on considère que les pixels là, les niveaux de gris qui sont dedans là, c'est aléatoire, ça ne suit pas une distribution particulière, on va parler de non paramétrique. La classification peut se faire par pixels, c'est-à-dire qu'on fait la classification par niveau de gris des pixels, mais elle peut se faire orienté objet. Quand on parle d'orienté objet, ça veut dire qu'au départ, on va regrouper d'abord les pixels en objets, donc en groupes de pixels, et c'est ces groupes de pixels-là maintenant qui vont être classifiés. Okay? Donc, la plupart du temps, la classification orientée objet, c'est plus les informaticiens là qui font ça, parce qu'il faut une programmation en arrière d'abord. OK? Et vous allez voir que dans tous les cas, tout revient à la classification par pixel. Puisque un objet, là, c'est une nuée de pixels. On les a regroupés par rapport à un caractère particulier. On va dire, par exemple, je ne sais pas moi, la texture. Non?
il va regrouper les pixels par texture. Et ensuite, maintenant, ces gros groupes de pixels-là, on va lui donner une autre caractéristique. On dit maintenant par couleur. Et puis, il va aller regrouper ces gros pixels, ces gros groupes de pixels-là par couleur. Donc, dans tous les cas, la classification se fait par pixel. Finish. Il y a eu plein de théories qui ont été élaborées pour la classification, qui étaient novatrices, qui étaient ambitieuses, mais à la fin, ils se sont rendus compte que c'est joli ça, mais c'est par pixel. Parce que, pourquoi je dis c'est par pixel? Parce qu'à la fin, ce que vous allez donner là, l'image que vous allez donner là, c'est une image d'occupation du sol. OK? L'occupation du sol, surtout en milieu urbain, elle est très dense. En milieu urbain, on peut avoir l'eau, la végétation, le bâti en même temps dans 1 mètre. Ou bien, oui, je peux avoir ciment, goudron, herbe dans le même 1 mètre là. Ce que je n'aurais pas en région rurale. Ou là, pour avoir eau, goudron, et puis, non, je peux pas avoir eau et puis végétation, oui, peut-être. Mais avec goudron, non, non. Donc, quand la résolution est grande, là, c'est-à-dire les pixels sont petits, là, la classification est difficile parce qu'il y a trop d'éléments, trop d'informations en même temps. Donc, à un moment donné, il y a des ambitieux qui se sont dit, ils vont créer une théorie, on va la voir en classification dirigée, pour représenter l'occupation du sol, par exemple en milieu urbain, en disant là, le pourcentage d'appartenance à chacune des classes. Par exemple, il va dire, j'ai par exemple 3 classes, l'eau, la végétation et puis les sols nus, par exemple. Donc, pour chaque pixel, il va dire le pourcentage de eau, de végétation. Tu as dit pourcentage, tu as représenter comment? Dans la pratique, là, tu vas présenter ça comment? Parce que tes pixels, là, il faut leur donner une couleur. C'est rouge, c'est vert ou c'est blanc. C'est-à-dire, c'est végétal, c'est... Il peut pas avoir... Un pixel ne peut pas avoir 3 dénominations en même temps. Ou bien, de façon pratique, hein, dites-moi, vous êtes capable d'avoir une image qui est en même temps rouge, vert, bleu. Un pixel, là, il peut avoir 2 couleurs. Quand vous regardez plus petit, il a une seule couleur. C'est quand tu te mets de loin, tu vois que ça représente un visage. Mais en même temps, le visage, il est formé de taches d'une seule couleur. Donc, ils ont eu de belles ambitions en disant, oui, on va faire. Mais à la fin, ils se sont rendus compte que finalement, c'est pixel par pixel. Donc, le pixel, là, je dois forcément l'attribuer à une classe. Je ne peux pas l'attribuer à 2 classes en même temps. OK? OK. Qu'est-ce qu'on appelle classification non dirigée? La classification non dirigée, on dit, utilise une approche automatisée sans aucune connaissance a priori sur les données, sur la nature des objets à classer. Parce qu'on vous dit classification non dirigée, ou classification non supervisée, ou classification non assistée. Ça veut dire que je suis là, je donne juste une information à l'ordinateur, et lui, c'est sa puissance de calcul là, qui va lui permettre de regarder l'image, les niveaux de gris qu'il y a sur l'image, et de dire que bon, quand je regarde là, en tout cas, je trouve que je peux diviser ton image là en 3 classes. Parce qu'il va faire quoi? Il va raisonner sur les histogrammes, la répartition des niveaux de gris, le nombre de niveaux de gris qu'il trouve sur ton image et ceux qui forment des pics. Donc, c'est pour ça qu'on parle de classification non supervisée, non dirigée, parce que c'est l'ordinateur qui travaille tout seul. Donc, je n'ai même pas besoin de connaître ma zone d'étude. Je ne fais que la seule chose que l'ordinateur peut me demander, c'est combien de classes tu veux. C'est la seule chose qu'il
qui peut me demander. Je lui dis, faites 10 classes, ou faites 2 classes, ou faites 3 classes, c'est tout. Dépendamment du logiciel que je vais utiliser, il va le faire dans le nombre de classes que je veux, il va forcer pour faire dans le nombre de classes que je veux, ou il va mettre dans un nombre de classes à peu près équivalent à ce que je donne. Il y en a qui forcent, il y en a qui disent, il y a certains qui vont dire, bon, tu m'as dit, par exemple, 10 classes, mais quand je regarde la statistique là, c'est 9 classes, ou c'est 8 classes, ou c'est 11 classes. Tandis que d'autres vont faire tes 10 classes. Même si c'est aberrant pour eux, il va forcer de faire les 10 classes. OK? Mais toi, tu ne fais rien. Tu ne fais que lui dire, je veux tel nombre de classes. Puis c'est lui qui fait le calcul. Donc, après, je n'ai aucune connaissance, je n'ai pas besoin de connaître mon milieu, puisque c'est l'ordinateur qui va travailler. Au pire, même si vous connaissez votre milieu, la seule chose que vous devriez connaître de votre milieu, c'est le nombre de classes ou le type de classe que vous voulez que l'ordinateur trouve. Tout. Mais si vous ne connaissez pas votre milieu, que vous regardez l'image, vous dites, ah bon, quand je regarde là, oui, hein, bon, il peut avoir la forêt, oui, il y a beaucoup d'arbres. Ah, il peut avoir les herbes, donc on va mettre herbes. Ah oui, et puis il y a des bâtiments en même temps. Donc, bon, je pense qu'il peut avoir 4 classes. OK, il y en a 4 classes. C'est tout. C'est l'ordinateur qui fait tout. C'est pour ça qu'on parle de classification non dirigée. Parce que tu n'obliges pas l'ordinateur à faire. Tu ne fais que lui donner une information sur laquelle il va se baser pour faire le reste. C'est tout. Donc, c'est sa puissance de calcul qui est mise ici à contribution. Oui. À ce niveau-là, quand on fait, moi je fais par exemple une classe et que la manière de résultat, dans un milieu, on voit que ça vient plutôt, il a mis une autre couleur là-bas et qu'on modifie. Tu modifies? Puis nous-mêmes. Comment? C'est-à-dire changer la couleur dans. Non, les couleurs, ça, c'est pas important. Les couleurs, ça, c'est pas important. C'est l'identification des classes qu'il va créer là. C'est ça qui est important. Parce qu'il peut te mettre l'eau en bleu, en rouge. Et toi, tu peux venir mettre ça en bleu, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'il a dit qui est l'eau là, c'est vraiment l'eau. C'est ça qui est le problème. Il faut aller vérifier que ce que lui, il a identifié. Parce qu'en classification non dirigée, ça je vais le répéter à longueur de temps, en classification non dirigée, ce qui est important là, c'est ce qui se passe après le résultat de l'ordinateur. Parce que vous lui dites, je veux par exemple 5 classes. Il crée 5 classes. Mais il crée 5 classes et puis il te présente. Maintenant, c'est là que ton travail va commencer. Il faut que tu identifies ces 5 classes-là. On appelle ça l'étiquetage. L'étiquetage est l'opération obligatoire après la classification non dirigée. Il faut que tu identifies les classes que lui, il a créées. Est-ce que ce sont vraiment des classes? Si ce sont vraiment des classes, ça correspond à quoi? Donc, l'étape après la classification non dirigée, obligatoire, c'est l'étiquetage. Il faut identifier, il faut nommer les classes qu'il a créées. Si ce n'est pas bon, là, il faut trouver la solution pour lui dire, il faut refaire, ou il faut faire ceci, ou il faut mettre ces deux-là, c'est la même chose, on met ensemble. Mais il faut un étiquetage après. Tandis qu'en classification dirigée, tu connais tes classes, tu les as identifiées. Et puis tu dis à l'ordinateur, ça là, ça s'appelait comme ça, ça s'appelait comme ça. Vas-y, classe, et puis classe. Maintenant, tu ne fais que mettre la couleur. D'accord? Donc, la classification non dirigée ne demande pas de connaître sa zone d'étude. Ne demande pas, parce que c'est l'ordinateur qui va travailler. Ce n'est pas nécessaire. Donc, par exemple, je ne sais pas moi, vous avez eu une inscription à Harvard ou bien à MIT, quelque part là-bas, hein, et puis on dit, oui, tu vas travailler sur le Grand Canyon ou bien la forêt de séquoias, je ne sais pas quoi. Déjà, même Buna qui est ici, là, ou bien Banco qui est là, je ne connais pas. Ce n'est pas séquoia de là-bas, là, je vais connaître. OK, on envoie l'image, on envoie quelque chose que je ne connais pas. D'après vous, c'est dirigé ou c'est non dirigé, je vais faire. C'est non dirigé, c'est son non dirigé, je vais regarder à quoi ça correspond. Yes,
Voilà. Et puis, tu te prépares. Le jour où tu vas aller rencontrer le patron de Sequoia, là, vous allez discuter. Elle dit, bon, pendant que j'étais là-bas, I try to classify the image voilà, et puis, la suite du programme va être faite. D'accord? Donc, c'est ça. Donc, on n'a pas besoin de connaissances a priori du milieu, puisque c'est l'ordinateur, suivant sa puissance, qui va travailler. Les classes spectrales sont déterminées automatiquement par le logiciel, puisque c'est lui qui fait le travail, c'est l'ordinateur qui fait. Vous dites à partir des statistiques des valeurs radiométriques. Il va se baser sur les niveaux de gris, le nombre de niveaux de gris, les valeurs des niveaux de gris, et puis statistiquement, il va les mettre dans les regrouper ou pas. Mais ce qui est important là, c'est ça là. Étiquetage. Parce que la classif, là, le but de la classif, là, c'est de savoir l'occupation du sol. C'est ça, là, c'est bloqué dans votre esprit, là. Vous avez compris le cours de classification. Le but de la classification, c'est connaître l'occupation du sol. Tant que c'est en dirigé, il n'y a pas de problème. Je connais et puis l'ordinateur m'assiste jusqu'à ce qu'on arrive à la fin. Mais quand c'est en non dirigé, c'est l'ordinateur qui fait et puis toi, maintenant, tu vas vérifier que ce qu'il a fait là, tu peux donner des noms à ça ou tu dois donner des noms à ça. Si tu n'arrives pas à donner des noms, c'est que ce n'est pas bon. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas là-bas. Il faut refaire. Par exemple, tu lui as donné un nombre de classe qui n'est pas le bon. Quand tu changes le nombre de classes, il va refaire. Parce que lui, il force. Dépendamment de si c'est K-means que tu as demandé ou bien si c'est les choses, ISO-data, il y a un qui force, il y a l'autre qui ne force pas. Donc, vous allez tester, vous allez voir. D'accord? Mais quand il finit son affaire, il faut absolument reconnaître, aller voir les classes qu'il a créées là, que ce sont des classes réelles dans votre zone d'étude. D'accord? La segmentation est une classification non dirigée. Vous savez, le cours s'appelle segmentation, classification d'images. D'accord? La segmentation est un type de classification non dirigée. Pourquoi est-ce que la segmentation a un type de classification non dirigée? On dit la segmentation permet de décomposer l'image en deux critères. On a deux façons de le faire. On a approche contour, on a approche contenu. On va voir d'abord dans l'approche contour, qui est de pouvoir identifier l'extérieur ou les zones limites de nos régions, de nos classes là. Ça, c'est ce que la segmentation fait. Mais ce qui est important de dire, on va le dire après. On va le dire après. On va voir, on va le dire après. Donc là, l'approche contour. Donc l'approche contour veut dire que il va segmenter l'image de sorte à chercher les limites des classes. Donc, il va identifier les contours et puis ce qui ne sera pas contour sera le reste. Donc, ça fait combien de classes? Contour et non contour. Fait 2. C'est pour ça après on va dire que la segmentation est une binarisation. Monsieur l'informaticien, c'est ça, non? Binaire, 2 non. Voilà, 2 classes. Contour, non contour. Par exemple. Voilà. Donc, les contours, qui sont les objets qu'on cherche, on va par exemple dire niveau de gris 1, on va les mettre en valeur 1. Et puis le reste, là, on va les mettre en valeur 0. OK? Donc, on a bien 2 classes qu'on veut identifier. Par exemple, voilà une image virtuelle composée. Ce n'est pas une image de la réalité, là. Mathématiquement, ils l'ont fait. Et ils vont aller passer différents filtres sur ces images-là pour essayer de retrouver les contours de ces lettres-là. Donc, ils utilisent le filtre Sobel. Voilà ce qu'on obtient.
Ils utilisent le filtre laplacien. Voilà ce qu'on obtient. Lequel est le meilleur? Un mathématicien devait s'attendre à ça. Mathématiquement, c'est normal. Parce que le filtre laplacien ou le laplacien, c'est quoi? Une dérivée? Dérivée seconde. Or, la dérivée seconde est meilleure pour détecter les contours. Donc, il savait déjà que les résultats auraient été meilleurs avec le laplacien. Tandis que le Sobel, lui, c'est des dérivées premières. Donc, c'était évident qu'il ne faisait pas le poids par rapport à l'autre. Hein, c'est quoi? Tyson, c'est quoi? Tyson Fury, non? C'est ça. Tyson Fury, puis les autres. La place là, c'est Tyson Fury. Donc, ça, c'était l'approche contour. L'autre approche, qui est le contraire, là, maintenant, ça va être l'approche région. Donc, c'est l'intérieur qui va être notre objet et le contour qui va être le reste. Et comment on procède? Comment ils disent qu'on procède? Ils vont procéder par seuillage. Quand on dit seuillage, ça veut dire une valeur limite pour pouvoir déterminer que si mon niveau de gris a telle valeur, alors tu les mets ensemble. Sinon, tu fais ça. Donc, le seuil va correspondre à une valeur de niveau de gris susceptible de partitionner l'image en deux composantes qui sont les objets, qui sont la région, et le reste, qui va être le fond, les contours. Donc, toujours deux classes, binarisation. Hein? Région, contour, toujours deux classes. Le problème qui va se poser ici, c'est le choix de la valeur seuil. Pourquoi je vais dire que c'est 55 qui est mon seuil, plutôt que c'est 255, ou que ce n'est pas 33, ou ce n'est pas 100? Pourquoi je vais prendre une valeur plutôt qu'une autre? Il faut une logique, ou en tout cas, il faut pouvoir justifier la valeur seuil qu'on prend. Comme ça, au moins, les résultats qu'on va obtenir, on est capable de les expliquer. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va aller analyser nos fameux histogrammes là. Je vous en parlais au début du cours. On va aller analyser les histogrammes. Puisque les histogrammes nous donnent justement la fréquence des niveaux de gris, c'est-à-dire le nombre de fois que ce niveau de gris intervient dans l'image. Okay? Donc, si on passe au seuillage simple, ça veut dire qu'on cible une seule valeur. Donc, comment on procède? C'est soit valeur supérieure, soit valeur inférieure. Est-ce que... Voilà. Ok, je reviens. Okay. Par exemple, cette image-là, vous voyez que le fond est plus sombre que les éléments, hein, nos fameux cailloux qui sont là. Hein, les cailloux là sont plus blancs que le fond. D'accord? Donc, le seuil, ils se disent, si mon f de x là, et les valeurs de niveau de gris sont supérieures à la valeur seuil, alors c'est l'objet. Par contre, si ce n'est pas ça, ça va être le fond. Puisque le fond est sombre, moi je veux les objets. Fond sombre veut dire faible valeur de niveau de gris. OK? Moi je veux les objets. Donc mon seuil là, il faut les valeurs qui sont plus grandes que mon seuil. Ça va pour tout le monde? Le fond est sombre. Ça veut dire faible valeur de niveau de gris. Donc si je détermine ma valeur seuil qui est mon fond, toutes les valeurs qui auront une valeur supérieure à ça vont représenter mes objets, puisque mes objets ont une valeur de niveau de gris plus grande que mon fond. Donc, il faut savoir quelle valeur je dois prendre pour séparer mon fond de mes objets. Donc, on va aller voir l'histogramme de cette image pour voir. Donc, voilà l'histogramme. Ça, c'est un histogramme qui me plaît. D'après vous, pourquoi il me plaît? Les pics sont... Je n'ai que des pics. Et puis, ils sont bien affûtés.
C'est pas des danses salsa, non. Un pic, un pic. Donc, ça veut dire que je peux les séparer. J'ai vraiment deux régions. Donc, il suffit de me mettre au milieu là. Et puis, j'ai ma valeur seuil. Donc, ce qui est ici va représenter fond, ce qui est ici va représenter objet. D'accord? Donc, considère que cette valeur-là, c'est 120. Donc, tous les pixels qui auront une valeur supérieure à 120 seront les objets. Le reste va être laissé. Donc, ils font ça. Et voilà ce qu'ils aboutissent, ce à quoi ils aboutissent. Ils n'ont pas retrouvé leur affaire. Même s'il y a des petits points bizarres, mais ils ont abouti plus ou moins à l'image de départ. Et c'était ça. Hein? Ils n'ont rien fait. Tout ce qu'ils ont fait là, c'est des valeurs seuil vaut 120. Ils ne sont pas allés dire à l'ordinateur, ils ont dit valeur 120. Ils sont fait. Ils sont croisés les bras. 2 minutes plus tard, ils viennent, le travail est fait, l'image est classifiée. Fond, objet. OK? Bien travaillé. Oh. Au type, ça c'est une cellule, ça c'est les gars de médecine là, qui ont donné une cellule, parti prendre la photo. Là c'est le contraire. Le fond est clair et les cellules qu'on veut étudier là sont sombres. Donc cette fois-ci, il faut que ce soit inférieur. Puisque les objets que je veux avoir là, ils ont une valeur de niveau de gris plus petite que mon fond. OK? Donc c'est ça qui est écrit ici. Il faut qu'ils aient une valeur inférieure au seuil. On va aller voir notre histogramme. Il doit être joli comme ça aussi, hein. Sinon, il y a problème. Il est plus ou moins joli. Plus ou moins. Hein? Vient un pic en valeur supérieure et c'est le fond là. Il lui est bizarre. Mais je m'en fous. Moi, j'ai mon pic là qui est là. Il est séparé des autres. Donc, je peux faire mon seuil et il identifie donc que la valeur seuil, c'est ça. Ça vaut 180. Donc, tout pixel qui a une valeur inférieure à 180 va représenter les fameuses cellules qu'on cherche. Les choses, voilà. Ça ne ressemble pas. On va les mettre face à face. Voilà. Le premier, on a fait ça classique, voilà. Le deuxième, on a fait ça classique. Ce n'est pas parfait, hein? Mais au moins pour quelque chose à laquelle on n'a pas contribué, on doit le féliciter quand même. Lui seul, il a fait ça en lui donnant juste une information. C'est débrouillé, il a trouvé ça. Et généralement, ce qui se passe sur les images, quand on finit de les traiter, on fait toujours un lissage pour pouvoir éliminer les petits points qui se baladent, hein, comme ici. Attendez. Comme ici, vous voyez. Est-ce que mon pointeur là, ne marche pas? Oh, on ne voit pas mon pointeur laser. Pourtant, moi, je le vois ici. Donc, on ne le voit pas. Mais par exemple, là, vous voyez sur l'image ici, il y a des petits points, des artefacts qui sont, alors qu'ils n'existent pas dans mon image. Hein? C'est ça, ce point-là. Hein? On ne voit pas là. Celui-là, il a créé une grosse affaire alors qu'il est plus petit. Même chose ici, il y a des petits points ou ici qui n'existent pas. Donc, il y a toujours des petites affaires qui existent, mais c'est bon. Pour quelque chose qui a fait ça tout seul, celui qui a programmé ça là, il a bien programmé son affaire. Et c'est souvent, c'est ça le but du jeu, en classification non dirigée. Là. Ce qui est important en classification non dirigée, la logique derrière la classification non dirigée, c'est que les gens veulent, les chercheurs, les informaticiens et autres, veulent nous aider de sorte à nous faciliter la vie. Donc, ils vont créer des programmes de sorte à ce qu'on n'ait pas à trop se fatiguer pour arriver au résultat qu'on attend. Donc, il y a des choses qu'on va accepter. Hein? Il y a des petites erreurs comme ça qu'on va accepter. Parce que, sans avoir fait d'efforts, ils nous donnent quand même au moins 70% du résultat. C'est bon que 0 ou bien 1. Au lieu d'aller sur le terrain, parce que ça, là, je ne suis pas allé sur le terrain. Hein. On m'a envoyé photo, j'ai fait, et puis il m'a sorti ça. Mais, classification dirigée, tu dois aller sur le terrain. Tu vas aller géolocaliser les choses. Tu vas aller prendre photo
Bon, si tu ne vas pas sur le terrain, il n'y a pas de problème. Il faut que tu aies des photos de la période où l'image, parce qu'il ne faut pas aller prendre une photo de 2020 alors que tu as une image de 2013. 2013 et puis 2020, là, ce n'est pas la même chose. Ce qui s'est passé entre ces deux dates-là, tu ne peux pas dire que l'occupation du sol en 2013 là, est la même chose qu'en 2020. Ce n'est pas possible. Donc, il faut que tu aies des données de la date à laquelle l'image a été prise. Si tu n'es pas allé sur le terrain, là, il faut que tu aies des données de la date à laquelle ça a été prise. De bonnes images, hein? Ou alors, il faut que quelqu'un soit allé sur le terrain là-bas, il a fait des campagnes et puis t'a envoyé des données, tu vas utiliser. Donc, ça là, si tu as la chance qu'on t'a donné ça gratuitement, là, ça va. Mais quelqu'un qui est en train de faire ça parce que il a un client là, il va avoir ça gratuitement comment? Il faut qu'il paye. S'il ne paye pas là, campagne de terrain là, il faut qu'il paye le transport où il va aller. Et puis, campagne de terrain pour aller là, on te donne l'image de 2013. Tu vas aller en 2023 là sur le terrain. C'est quel travail tu es en train de faire? 2023, l'occupation du sol est la même chose que l'image de 2013 que tu as. Ah. Donc, il y a tous ces contours-là qui font que le but de la classification, des logiciels de classification non dirigés, là, c'est ça. Hein? Parce que souvent, les étudiants me disent, mais madame, ça sert à quoi finalement de faire la classification non dirigée? Plus la théorie. Mais ça sert, c'est les programmeurs, là. C'est eux, à qui ça sert, parce qu'ils permettent, avec ça, ça leur permet d'améliorer leur programme et de nous aider à la fin. Le jour où ça a bien marché qu'ils vont nous donner là, on ne va plus dans la classification dirigée. On va rester dans la classification non dirigée. Hein? Une affaire où je ne me fatigue pas, je ne dépense pas, et puis j'ai 70%. Une affaire où je me fatigue, et puis je dépense, j'ai 80%. Mes amis, je vais aller où? Vous voyez, non? Non, c'est simple. C'est comme ça. Donc, la classification non dirigée, là, c'est ça son but. C'est de permettre aux programmeurs d'améliorer leur système. Et donc, de nous faciliter la vie. OK? Donc, il est en train de penser, je ne vais pas changer. Nos amis de FOAD, c'est bon? Ça va jusque-là? Oui, professeur, ça va. D'accord, OK. Autre seuillage qui peut être fait, c'est ce qu'ils appellent seuillage borne inférieure, borne supérieure. C'est quand la zone d'intérêt est comprise en deux valeurs. Cette fois-ci, ce n'est pas juste une valeur seuil qu'il faut, c'est deux valeurs seuil. Okay? Le résultat va être le même, la logique va être la même. Hein? Aller chercher l'histogramme de sorte à identifier les pics extrêmes et puis cibler la zone d'intérêt. D'accord? Par exemple, là, lui, il veut au milieu, là, donc si son histogramme a cette forme-là, il cherche la valeur seuil qui est comprise entre ces deux pics-là. Donc, je répète, la segmentation est un type de classification non dirigée. Parce que vous avez vu, on n'a rien fait, on a donné seuil et puis c'est lui qui a fait. On n'a rien fait. Okay? Donc, c'est un type de classification non dirigée. Les autres types de classification non dirigée qui existent, il y en a d'autres. D'abord, on va maintenant définir même le terme classification non dirigée. Je vous dis donc, la classification non dirigée utilise une approche automatisée. C'est automatisé, c'est l'ordinateur qui fait tout, ce n'est pas nous, c'est lui. Hein? Vraiment, il faut avoir un ordinateur qui a une bonne capacité de calcul là, assez puissant pour que ça ne rame pas et qu'on ait les résultats assez vite. Donc, sans aucune connaissance a priori sur la nature des objets qu'on veut classifier. Hein? Notre fameuse image n'a pas besoin de connaissance a priori de notre image pour faire la classification non dirigée. D'accord? Donc, c'est ça la définition de notre classification non dirigée. C'est pour ça qu'on met la segmentation dans ce lot-là. Et je répète, quand il finit son travail, l'obligation qu'on a, comme on dit, a posteriori,
c'est l'étiquetage. Ça, là, c'est une obligation. Celui qui n'a pas compris que le premier post-traitement après classification non dirigée, c'est étiquetage, c'est qui n'a rien compris de classification non dirigée. Parce que c'est une obligation. Parce que ayez en tête que classification veut dire identification de l'occupation du sol. Or, en classification non dirigée, c'est la machine qui fait tout. Donc, quand elle vient te donner là, maintenant tu dois identifier les classes. Alors qu'en dirigé, tu connais les classes. Tu connais les classes. Tu connais leur nom. Et puis la machine maintenant doit s'arranger pour bien les placer. Alors qu'en non dirigé, tu la laisses faire et puis maintenant tu viens vérifier que ce qu'elle t'a donné là, ça correspond à quelque chose. Il y a plusieurs types de classification non dirigée qu'on va voir. On va faire une seule aujourd'hui, et puis demain, c'est demain, non? On se voit. C'est ça, hein? 14 heures, non, 14 heures. D'accord. Donc, on va voir 3 types de classification non dirigée. La première, on appelle hiérarchisation ascendante. La deuxième, la classification séquentielle. Et la dernière, qui est basée sur le calcul des indices. En quoi consiste la hiérarchisation, la classification non dirigée par hiérarchisation ascendante? Déjà, le mot ascendante, vous comprenez, hein? C'est le contraire, parce que quand vous faites votre arbre généalogique, là, c'est ça, non? Vous partez de vous et vous cherchez vos ascendants, hein? Vos grands-parents, arrière-grands-parents, c'est ça que vous cherchez. C'est la même logique. OK? C'est-à-dire, on se dit que l'image là, ce sont les enfants ou les petits-enfants, nous autres là. Donc, on doit chercher les grands-pères qui nous réunissent. Et les grands-pères là, c'est eux qui vont faire les classes. D'accord? Donc, les pixels, c'est nous autres. Et puis, nos ascendants là, ce sont les classes. C'est la logique de la hiérarchisation ascendante. Donc, on vous dit, on va faire des fusions successives de groupes de pixels. Sans chevauchement, bien sûr. Si on dit sans chevauchement, ils sont distincts, ils n'appartiennent pas à la même classe entre eux. Donc, on fusionne 2 pixels, ou 3, 4 pixels, parce qu'ils représentent la même classe. L'ordinateur le fait, ce n'est pas nous, c'est l'ordinateur. Donc, à chaque étape, les 2 clusters, c'est-à-dire au départ, c'était un pixel à qui on a adjoint un autre pixel parce qu'ils représentent la même classe. Donc, ces 2-là représentent maintenant un cluster. Ce cluster-là, on prend un autre pixel pour voir si il leur appartient. S'il leur appartient, on le met. S'il ne leur appartient pas, on le met là-bas, il représente une autre classe. On va au pixel suivant. Parce que c'est classification pixel par pixel. OK? Donc, il affecte un pixel à une classe parce qu'il considère que la distance entre ce pixel-là et le pixel qui représente la classe est la plus petite. Et on parle de distance, quand on parle de distance, en fait, c'est pour dire, si vous voulez, la différence en termes de niveau de gris. C'est-à-dire, un pixel qui a si je considère que ma classe, le niveau de gris d'une certaine classe, c'est par exemple 3. Et je vais prendre un pixel qui a une valeur niveau de gris 34, un pixel qui a valeur niveau de gris de 4. Entre celui qui a 34 et celui qui a 4 là, lequel va appartenir à la classe qui a un niveau de gris 3? C'est bien le 4. Parce qu'en termes de distance ou en termes de différence de valeur de niveau de gris, c'est lui qui est le plus proche. Okay? Donc, quand il parle de distance, là, c'est en termes de différence de valeur de niveau de gris. Donc, la question est donc de pouvoir définir le terme distance ou dissimilarité entre 2 groupes de points. Et ça, les mathématiciens sont forts dans ça. Créer des paramètres, je dirais, inutiles, là. Ils sont forts dans ça. Hein?
Oui, ils ont créé des choses. Distance euclidienne. Nous, c'est ça qu'on connaît. Hein? Dans le lycée, distance euclidienne, ça au moins on connaît. D'accord? Donc, la formule de la distance euclidienne, c'est racine carrée de la différence entre une valeur ici, une autre valeur ici, hein, la somme de toutes ces différences-là, racine carrée. Ça encore on connaît. Mais c'est pas fini. Il y en a d'autres. Hein? Distance de Watt. Et je vous donne juste l'essentiel. Sinon, il y en a beaucoup. Il y a distance de New York, tout ça là même dedans. Je vous dis. Non, si c'est pour créer les paramètres là, les mathématiciens sont forts dedans. Mais comme nous, les physiciens, on utilise les mathématiques, on est obligé d'être amis avec eux. Hein? Mais on prend ce qui nous intéresse dedans et puis on laisse le reste. Distance de Watt. Voilà une autre façon de pouvoir calculer la différence entre deux valeurs. Distance de Mahalanobis. Voilà un autre terme encore. Ça, en classification, on va beaucoup voir ça aussi. OK? La différence entre le Mahalanobis et puis le euclidien, c'est que là, il fait intervenir la variance. Hein? La variance qui intervient ici. Ce qui n'intervient pas dans le cas de la distance euclidienne. La distance euclidienne, c'est juste une différence de carré. Tandis que là, c'est une différence par rapport à la valeur moyenne et à la variance. Okay. Donc, comme je vous disais, la classification par hiérarchisation ascendante fonctionne comme un arbre généalogique. Où, bon, ici, ils l'ont mis à l'envers. Parce que généralement, l'arbre généalogique, c'est dans l'autre sens. Hein? On met les petits-enfants en bas et puis les grands-parents en haut. Or, là, ils l'ont mis à l'envers dans le sens où, en haut, là, c'est notre image. Donc, c'est tous les pixels qu'on a. Et nous, on va aller chercher les grands-parents. Donc, comme c'est les grands-parents qu'on cherche, ils mettent ça en bas. Donc, ils ont inversé ça. Donc, c'est un dendrogramme. L'arbre généalogique, là, le terme savant, c'est dendrogramme. D'accord? Donc, il faut qu'on aille chercher nos fameux grands-parents. Mais on ne veut pas un seul pixel. Si c'est pour tous les mettre dans un pixel, c'est qu'on sait qu'on n'a qu'une seule classe. Donc, on entend classifier quoi s'il n'y a qu'une seule classe? OK? On veut de gros ensembles. À la rigueur, les parents, mais pas juste à l'ancêtre primaire là-bas. Une fois qu'ils ont regroupé les pixels par classe, ils vont vérifier ce qu'ils appellent inertie intraclasse versus inertie extraclasse. Ça veut dire quoi? Mon logiciel m'a classifié mes pixels là. Il m'a trouvé 3 classes. La classe Z, la classe Y et la classe X. Donc, ce groupe de pixels là ont été adjoints à la classe Z. Ces pixels-là appartiennent à la classe Z, ces pixels-là à la classe X et ceux-là à la classe Y. Maintenant, ils vont faire ce qu'ils appellent intraclasse versus extraclasse. Ça veut dire quoi? Ce qui se passe à l'intérieur, la distance entre les pixels à l'intérieur d'une classe, est-ce que cette distance-là est plus petite que la distance entre ce groupe de pixels et un autre groupe une autre classe? Regardez. Si je prends celui-là, sa distance par rapport au centre d'inertie de la classe, c'est ça. OK? Sa distance par rapport à ici, c'est ça. OK? Mais sa distance par rapport à ça, par exemple, celui-là et celui-là, vous voyez que cette distance-là est plus grande que la distance qu'il a par rapport à sa propre classe. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Parce que la distance entre les pixels appartenant à la même classe est plus petite que la distance entre ces pixels-là et la classe qui est là. Même chose là. La distance entre les pixels dans une classe est plus petite que la distance qui les sépare des autres classes. Parce qu'il peut arriver que la distance entre ces pixels-là soit équivalente à la distance qu'ils ont avec une autre classe.
Ça veut dire que la classification là peut être litigieuse. Parce que l'inertie extra-classe est équivalente à l'inertie intra-classe. Or, il ne faut pas. Il faut que l'inertie intra-classe soit plus petite que l'inertie extra-classe. C'est bon pour aujourd'hui. Question. On va voir le séquentiel demain. Question? Fouadé, vous avez des questions? Non, professeur, pour l'instant. D'accord. Donc, on a fini pour aujourd'hui. Hein, ça fait beaucoup à ingurgiter. Hein? On va continuer demain 14 h. Ça marche? D'accord, professeur. Ok. Bonne journée à vous. Merci à vous également. Merci. Bonne journée à vous aussi. Merci.